Alors Boris, vous avez une longue carrière dans l'IT en tant que business developer, account manager et aujourd'hui responsable des activités Amazon Web Services en France. Vous avez notamment travaillé avec les membres du réseau de partenaires d'AWS, qu'ils soient partenaires technologiques ou de services. Et aujourd'hui, vous êtes le responsable des activités. Vous avez rejoint AWS en France en 2011, et si mon petit doigt ne m'a pas menti, c'est même vous qui avez lancé l'activité en France. 7 ans plus tard, vous êtes désormais le responsable pour la France, j'ai envie de dire, beau parcours. Stéphane, vous êtes un spécialiste des domaines d'infrastructure, B2B et B2C, et vous avez occupé plusieurs postes chez Orange, jusqu'à celui de Chief Architect Cloud Computing. Chez Orange Business Services, vous avez rejoint Amazon Web Services, Cloud Computing, en 2012, et vous êtes actuellement le directeur technique. L'un et l'autre, vous allez évoquer avec nous quels sont les apports du cloud et les grandes tendances que vous observez sur ce marché. Messieurs, la place est à vous. Merci beaucoup, Philippe. Étant normand moi-même, je peux faire une blague sur le temps normand. Et effectivement, les nuages sont arrivés. Et quelle magnifique transition pour parler du cloud. Donc, on va parler des apports du cloud et des grandes tendances. Et je vais commencer par quelques exemples que j'aimerais partager avec vous pour vous montrer voilà, la dynamique qui est en train d'arriver dans le monde et en France. Et je vais prendre des exemples de sociétés. La première société que j'aimerais citer, c'est une société qui n'existait pas il y a 10 ans. C'est une société qui aujourd'hui fait plus de 30 milliards de capitalisation boursière en évaluation, soit l'équivalent du groupe Accor et du groupe Hilton réunis. C'est une société qui fait plus de 700 000 nuitées, donc réservations toutes les nuits, soit plus que le groupe Hilton et le groupe Accor réunis. C'est une société qui a fait pendant le Nouvel An plus d'1 million de nuitées. Cette société, c'est Airbnb, vous l'avez deviné. C'est une société qui, depuis le premier jour, a choisi le cloud et a choisi AWS. Deuxième exemple de société, c'est le 5e fournisseur d'énergie traditionnel au monde. C'est le 3e fournisseur d'énergie recyclable. C'est une société qui a déjà migré 10 000 serveurs en 9 mois. C'est une société qui a choisi de ne plus avoir aucun data center, d'être data centerless. Cette société, c'est Enel, avec laquelle on est engagé dans une grande transformation qui va pousser Enel à passer d'un fournisseur d'énergie à un fournisseur de services SaaS et de valorisation de sa data. Le troisième exemple, c'est une société industrielle, vieille de 150 ans, une société qui, elle aussi, va fermer 30 data centers sur 34, qui a déjà migré 900 applications. Mais de manière plus intéressante, c'est également une société qui veut générer 20 milliards de nouveaux business dans le SaaS. Cette société, c'est General Electric, avec lequel on est également très engagé dans cette grande transformation. Alors vous allez me dire, ce sont des exemples américains. En France, on retrouve exactement la même dynamique. Donc une société qui s'appelle Tits.tv. Je ne sais pas si vous connaissez cette société. Cependant, vous l'utilisez tous les jours. C'est une société qui fait du real-time bidding sur de la vidéo publicitaire. Et dès que vous allez sur une page avec du contenu rédactionnel, entre le moment où vous arrivez et le moment où il y a une petite vidéo qui s'affiche, dans 90% des cas, c'est cette technologie que vous utilisez. C'est une société française. Ils ont 1,2 milliard d'utilisateurs. Et aussi, ont démarré 100% sur le cloud AWS. Et on a également Veolia, qui a annoncé au mois de novembre qui allait être la première société du CAC 40, également être data centerless d'ici 2020. Et on est déjà engagé dans beaucoup de transformations et beaucoup de projets avec Veolia. Dans le domaine de l'énergie, même mouvement qu'Enel. Engie, on a démarré par de l'IoT, et aujourd'hui, on est un partenaire majeur dans la digitalisation d'Engie. Alors, il y a également les écosystèmes, les sociétés de services. SecondWatch, j'ai pris un exemple américain. SecondWatch, c'est une société qui également n'existait pas il y a une dizaine d'années. Ils gèrent des centaines de milliers de VM pour des clients mondiaux, des grandes entreprises, des sociétés de taille intermédiaire. Et c'est une société qui a mis en place du service, de l'automatisation adaptée à la vitesse de déploiement d'applications dans le cloud. Donc aujourd'hui, dans chaque verticale, on aura un leader digital. Ce leader digital, c'est soit un nouvel entrant, un Airbnb, un Tids, peut-être une société qui est en train de se créer à l'heure où je parle, soit un acteur existant, mais dans tous les cas, le cloud est un élément fondamental
dans cette stratégie. Parce qu'au final, le facteur limitant, c'est plus le temps. Le facteur limitant, c'est plus l'argent. On peut démarrer très facilement à moindre coût. Le facteur limitant, c'est plus la localisation. On peut démarrer n'importe où dans le monde. Le facteur limitant, c'est véritablement la créativité des développeurs et des idées qu'ils vont avoir dans vos entreprises. Alors, il y a pas mal de mythologie sur la création d'AWS. En fait, AWS, dans les années 2000, Amazon, dans les années 2000, eh bien, était confronté à un problème interne, c'est que son informatique, son infrastructure n'allait plus assez vite par rapport à la besoin d'innovation des métiers, aux besoins d'innovation de ses business. De ce constat-là, on a eu une remise en cause de ce que l'on faisait, et on a écrit un papier. C'est Andy Jassy, le fondateur d'AWS, qui a écrit un papier. On aime bien écrire des papiers, des two-pagers ou des six-pagers. Et dans ce document, il y avait déjà les spécifications d'AWS. Le service a été lancé en 2006, et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce que serait Amazon si AWS n'avait pas existé, mais ce que je peux vous dire, c'est de très nombreux services qui ont été lancés depuis, comme le magasin Amazon Go, qui est un magasin sans caisse, comme Blue Origin, qui est la société de fusée de Jeff Bezos, comme Alexa, comme Prime Air, avec lequel on fait de la livraison par drone, comme Amazon Pay, comme le Kindle. Ce sont des business qui auraient sûrement une autre forme et qui n'auraient peut-être pas été inventés par Amazon. Donc on ne parle pas d'infrastructure, on ne parle pas d'IT, mais on parle bien d'un moteur de l'innovation et d'une conception de l'innovation qui est fondamentalement différente. Et dans ce domaine-là, on a un grand nom, Netflix. Netflix, c'est des milliards de data points tous les jours qui sont analysés par la plateforme. Netflix, c'est une société qui également a choisi d'être sur AWS depuis le premier jour. Et dans les années 90, les systèmes informatiques les plus puissants du monde, c'était probablement celui des banques avec des mainframes. Dans les années 2010, les informatiques les plus puissantes et les plus performantes, c'est des architectures comme celle de Netflix. Et pour montrer un changement de paradigme, le shift dans ce paradigme, ils ont lancé un concept. Ce concept, ça s'appelle les singes du chaos. En anglais, c'est les Chaos Monkeys. C'est un projet open source qui sont des algorithmes, en fait, des algorithmes qui vont générer des pannes aléatoires sur des systèmes de production. Donc pas sur des systèmes de développement, pas sur des systèmes de test, mais bel et bien sur des systèmes de production. Et donc vous pouvez également télécharger et utiliser ce projet qui est un projet open source. Mais ce changement de paradigme fait que les développeurs, quand ils savent qu'il y a ces Chaos Monkeys qui sont lâchés sur les environnements de production, ils développent vraiment différemment. Et ils développent en prenant en compte que des pannes peuvent arriver. D'ailleurs, si des pannes peuvent arriver, si c'est compliqué, si c'est risqué, il faut le faire souvent et il faut le tester très souvent. Et c'est le type d'architecture que met en place des sociétés comme Netflix. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés comme Netflix, et en France, on a des dizaines de milliers de clients qui sont engagés dans ce voyage-là également. Donc on va retrouver beaucoup de startups. Je parlais de titres précédemment, mais des gens comme Predixis, comme Payplug, comme SlimPay, comme Yomoni, des noms de l'Internet comme Le Bon Coin, mais également des grandes sociétés, comme Engie que je citais précédemment, comme Decathlon. IoT, Big Data, Data Lake, du chatbot, de l'intelligence artificielle, du SAP, des applications mobiles, des applications Internet. Il n'y a pas un cas d'usage, mais il y a une variété de cas d'usage sur la plateforme AWS. Alors aujourd'hui, c'est aussi un jour un petit peu particulier. C'est l'anniversaire d'un service qu'on a lancé il y a 12 ans. Ce service s'appelait S3. Ça a été lancé, c'était un service simple de stockage qui répondait à une question. Je confie mon contenu, je veux le récupérer et je ne veux plus m'en soucier. Et je veux être sûr de pouvoir le récupérer. Donc ce service a été lancé le 14 mars 2016. Un service simple, on a itéré, on a enrichi, on s'est déployé sur d'autres régions. Aujourd'hui, AWS, c'est plus d'une centaine de services. On est déployé sur énormément de plaques. On a ouvert une région parisienne au mois de décembre, donc de multiples data centers en réplication synchrone pour beaucoup de nos services. Et on a beaucoup enrichi, bien évidemment, notre plateforme.
Et je vais passer la main à Stéphane, qui lui aussi a plus d'une douzaine d'années d'expérience dans le domaine. Il va vous parler de technologie. Merci Boris, effectivement un petit peu plus de 12 ans d'expérience. Je vais vous parler de technologie, justement des grandes tendances, un peu de ce qu'on voit aujourd'hui émerger dans le cloud, des usages. Donc là on a parlé des usages justement de la finalité, mais surtout de la manière de l'utiliser. Et on a souvent la question de dire quelle est la bonne manière d'utiliser le cloud, la bonne manière de démarrer. En fait, en discutant avec... Il y a vraiment beaucoup de cas différents. En discutant avec vraiment de très nombreux clients, on voit une tendance qui se dessine, qui est résumée dans les 3 blocs que vous voyez ici. Le premier, c'est le lift and shift. C'est de dire comment migrer vos applications sans rien changer dans le cloud. Pour des cas de migration massive, des cas de fermeture de data center, comme on l'évoquait. Cette phase-là est très souvent suivie par une deuxième phase, qui est comment optimiser dans le cloud, c'est-à-dire comment valoriser toute l'innovation et toute la technologie que propose le cloud pour aller encore plus loin, plus vite, meilleure fiabilité, des coûts plus bas et plus de sécurité. Et enfin, une troisième catégorie qui est assez différente, que maintenant on appelle de plus en plus cloud native, qui est de dire pour les nouvelles applications, pour les nouveaux domaines, l'IoT, l'intelligence artificielle et autres, de ne pas commencer par se dire je vais commencer par acheter des serveurs, je vais commencer par acheter des licences logicielles et autres, mais de commencer tout de suite par le sujet. Et notamment un raz-de-marée qu'on voit aujourd'hui qui s'appelle le serverless, mais j'y reviendrai. Donc on va regarder d'abord la première partie, lift and shift. Comment bouger l'ensemble des applications sans toucher au code, sans toucher aux données le plus vite possible, à moindre coût. On nous demande aussi souvent qu'est-ce qui va changer, quelles sont les nouvelles technologies qui vont tout révolutionner. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour répondre à l'autre question qu'on nous pose beaucoup moins, mais qu'est-ce qui ne va pas changer? C'est-à-dire quels sont les fondamentaux dont vous avez besoin, que vous nous demandez tous les jours, que sont la localisation des données, la sécurité, la performance, la disponibilité, l'optimisation des coûts, la compatibilité avec tous les logiciels du marché. Et là, sur les tendances, il y a un certain nombre de choses qui se dessinent. D'abord, localisation des données. Notre approche, toujours, c'est de vous écouter. Donc nous avons écouté, nous vous avons entendu. En décembre dernier, alors c'est pas très visuel, mais quand vous regardez en haut à droite, il y a une ligne de plus qui s'est rajoutée. C'est-à-dire que quand vous choisissez où vous mettez vos données, vos applications, il y a une ligne de plus qui est Paris. Donc ça veut dire 3 data centers qui sont pas à côté les uns des autres. Ils sont suffisamment éloignés pour qu'il n'y ait pas de risque croisé. Mais donc 3 data centers en région parisienne qui sont immédiatement disponibles si vous le souhaitez. 3, ce chiffre-là est important aussi, c'est l'expérience qui nous l'a appris, de dire les systèmes de PRA classiques à base de 2 data centers avec un primaire actif et un secondaire passif, en tout cas ne correspondent plus aux besoins de disponibilité et de tenue en charge aujourd'hui. Donc 2, c'est toujours embêtant parce que quand il y a une indisponibilité sur un composant, quel qu'il soit, ça veut dire qu'on double instantanément la charge sur le deuxième. Et c'est compliqué. Je pense que vous l'avez tous vécu, souvent ça ne se passe pas très bien. Donc 3, c'est mieux, parce que quand un composant se trouve indisponible, on ne fait que 50% sur les autres. Autre élément, c'est la sécurité, bien sûr, toujours de l'investissement. Alors un petit quiz, sûrement, certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais qu'est-ce que c'est? Alors je donne un indice, ça ne se fume pas. Vaut mieux pas essayer. Ça, c'est ce qui reste des disques durs et de tous les dispositifs de stockage quand ils sortent de nos data centers. Donc, je veux dire, si on reçoit un disque dur qui ne fonctionne pas et qu'il est sous garantie, on le renvoie dans cet état-là au constructeur. Pourquoi? Parce qu'on a un système de sécurité de plus de 1900 points de contrôle. Un de ces points, c'est de dire aucun disque dur ne sort, ou aucun dispositif de stockage ne sort intact d'un data center, zéro exception. Parce que ce sont vos données. Parce que vos données sont probablement ce qu'il y a de plus précieux pour nous. De la confidentialité de vos données, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Et de faire en sorte qu'elles ne puissent jamais sortir, qu'elles ne puissent jamais tomber dans d'autres mains que les vôtres. C'est aussi un modèle qu'on a appris à raffiner et à durcir, qui est en fait le retour qu'on a de nos clients, c'est que ce modèle qu'on appelle de responsabilité partagée, où il y a une muraille étanche entre la partie basse, donc les infrastructures que nous sécurisons, et la partie haute qui est la vôtre. Vous avez le contrôle complet. Nous vous proposons des outils pour vous aider, mais vous avez le contrôle complet. Et ça va peut-être vous surprendre, mais souvent, on a eu des discussions avec l'ANSSI, par exemple, et avec beaucoup de clients, de dire « Oui, mais chez AWS, vous avez des administrateurs qui ont accès aux données. » Ça, c'est un mythe. En fait, quand on prend la définition classique d'un administrateur, il n'y a pas d'administrateur chez AWS. Je vais raffiner un tout petit peu. Il n'y a pas d'administrateur humain chez AWS. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne
qui a des droits d'aller se connecter sur l'infrastructure, d'aller regarder vos données ou quoi que ce soit. Quand vous utilisez les API pour créer une machine virtuelle, pour créer une base de données, ce sont des scripts, ce sont des automates. Donc nos administrateurs, ce sont des automates, jamais des êtres humains. Et ça, c'est important en termes de sécurité. On a aussi des clients qui nous demandent souvent la liste des sous-traitants que nous avons, qui ont accès potentiellement à vos données. C'est une liste que nous publions sur Internet. Cette liste est une page blanche, c'est une liste vide. Et ça, c'est important en termes de modèle sécurité. Nous automatisons absolument tout. Alors, en termes de sécurité aussi, sur les grandes tendances, en termes de réglementation, il y a une grande tendance 2018, je pense que vous devinez laquelle. Bien sûr, c'est la RGPD, donc, sur laquelle nous nous sommes préparés depuis début 2017, sur laquelle nous avons pris l'engagement formel d'être conformes à la réglementation avant la date du 25 mai 2018, bien sûr, mais également nous avons pris les devants avec une vingtaine d'autres opérateurs cloud européens. Ça s'appelle le CISP, CISPE.cloud, pour proposer ce qu'on appelle un code de conduite. Si vous lisez la RGPD, il n'y a pas le mot cloud dedans. Donc qu'est-ce que ça veut dire appliquer la RGPD dans le cloud? C'est le but de ce document, qui est disponible depuis février 2017, je vous invite à le lire, qui décrit exactement ce que doit faire le fournisseur cloud et ce que vous devez faire pour appliquer justement la RGPD dans le cloud. Donc la RGPD, c'est bien sûr un élément parmi beaucoup d'autres. Je ne vais pas vous faire la liste, ce serait vraiment soporifique, de l'ensemble des certifications, des alignements et des lois sur lesquelles nous sommes conformes. J'ai mis, si ça vous intéresse, en tout cas on sera disponible ce soir, en orange gras, c'est celle qui intéresse généralement plus nos clients français et européens. Et ce qui est important aussi, c'est que toutes ces certifications, ça aussi c'est pas forcément connu, mais nos clients en bénéficient immédiatement, quel que soit l'usage. C'est-à-dire que j'utilise Amazon S3, qui a 12 ans, pour stocker des photos personnelles et les archiver dans le cloud. Elles sont sécurisées comme si c'était des données bancaires. Parce que nous sécurisons absolument toutes les données de nos clients de manière uniforme, pour une raison très simple, en fait nous ne savons pas ce que nos clients stockent, ou ce que nos clients mettent comme application dans le cloud. Rappelez-vous, c'est toute cette frontière infranchissable. C'est paradoxal, mais nous n'avons aucune idée de ce que font nos clients, sauf quand ils nous le disent. Toujours, alors maintenant je vais parler de performance. Performance, c'est important. Le cloud, bien sûr, ça veut dire virtualisation, pour permettre d'utiliser justement de manière ultra agile. En virtualisation, il y a eu énormément de progrès, nous avons fait énormément d'investissements. Photo en 2013, donc là c'est un schéma qui est assez classique, c'est simplifié bien sûr, mais c'est un schéma assez classique dans le monde de la virtualisation, qui est que la machine virtuelle, chaque fois qu'elle doit faire appel à un composant physique, une carte réseau ou un élément de stockage, c'est l'hyperviseur qui intervient. Donc ici c'est le carré bleu, et l'hyperviseur va faire des contrôles, va faire un certain nombre d'éléments, et c'est fait au niveau du processeur. Donc ça veut dire que ça prend du temps, ça veut dire que ce sont des limitations en termes de performance. C'est aussi un élément de sécurité qui peut être un petit peu embêtant, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de contrôles qui sont faits au sein même du processeur également. Et vous avez vu des choses comme justement Spectre, Meltdown et autres, de se dire est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Et donc c'est des questions qu'on s'est posées année après année. Je fais un fast-forward sur 2017. Nous avons introduit justement un nouvel hyperviseur. Et cet hyperviseur, paradoxalement, il ne tourne plus dans le processeur, il est en hardware. Tout ça repose sur une technologie qu'on a rachetée, donc Annapurna Labs, une start-up israélienne. Donc on revoit bien sûr tout le dynamisme de l'écosystème israélien. Donc start-up israélienne qui fait des processeurs réseau, qui faisait en tout cas des processeurs réseau à base de cœur ARM. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'hyperviseur, il est dans ces puces. Et dans tous les nouveaux serveurs physiques que l'on déploie, il y en a deux de ces puces. Il y en a une pour la partie réseau et il y en a une seconde pour la partie stockage. Ça veut dire que toutes ces opérations justement qui étaient nécessaires au niveau du processeur pour contrôler, accélérer, faire le chiffrement et autres, aujourd'hui sont poussées dans du hardware spécialisé. Il y a plusieurs bénéfices à ça. Le premier, il est en termes de performance, c'est-à-dire que vous avez accès sur la machine virtuelle à des performances de type bare metal. Ça veut dire par exemple accès au tout dernier processeur Skylake d'Intel, vous avez la totalité du processeur pour vous et ce sont les processeurs les plus rapides du marché. Mais c'est aussi en termes de stockage. Des machines virtuelles qui montent à plus de 3 millions d'IO par seconde par machine virtuelle. Dans le monde de la virtualisation classique, c'est des chiffres qui sont inatteignables. Dans le monde, justement, quand on a fait cette opération-là, vous bénéficiez immédiatement de ça, et en plus avec du chiffrement à la volée. Et, petite cerise sur le gâteau,
Les clés de chiffrement, du coup, maintenant, sont dans les puces, sont plus dans l'hyperviseur, sont plus dans le processeur Intel, ce qui donne encore un élément d'isolation supplémentaire. Donc le bénéfice pour vous, ça veut dire meilleure performance, ça veut dire meilleure sécurité. Au final, ça veut dire aussi que ça coûte moins cher, parce qu'à chaque fois qu'on arrive à... Maintenant, on peut vous donner la totalité des puces, des cœurs, des processeurs, puisqu'il n'y a plus besoin de réserver de la puissance pour les hyperviseurs, donc ça fait aussi un coût moindre. Donc j'ai parlé des choses qui ne changent pas, sur lesquelles nous investissons, donc quelques cas d'usage qu'on a vus, donc Veolia, Jean-Christophe Lessy qui ont témoigné. Je pense qu'il y a deux enseignements très intéressants, enfin au moins deux, très intéressants de la part de Veolia. Le premier, c'est la formation. Veolia a formé plus d'1 millier de personnes pour cette transformation et cette migration. Des gens de l'IT, bien sûr, mais aussi tous les autres. C'est-à-dire à la fois les métiers, mais aussi les départements juridiques, mais aussi les départements RH, mais aussi l'ensemble de la société, pour avoir un vocabulaire commun et pour avoir une direction commune. Ce sont des petites formations, donc ils ont monté tout un cursus avec un de nos partenaires qui est ABC System, pour faire des cursus de 2-3 heures sur quel est le projet cloud et dans quelle direction on va. Le deuxième enseignement, c'est que dans les équipes d'infrastructure Veolia, c'est eux qui le disent comme ça, ils sont passés de gens qui disaient non à des gens qui disent oui. Auparavant, chaque fois qu'il y avait une demande un petit peu, une demande non anticipée, il fallait un serveur plus gros, il fallait plus de machines, c'était c'est pas prévu, c'est pas dans le budget, j'ai pas le temps, c'était une certaine litanie de non, ce qui est classique. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais c'est souvent le cas. En étant dans le cloud, maintenant, ce sont des gens qui disent oui. Pour toutes les demandes anticipées, j'ai besoin d'un serveur plus gros, c'est pas un problème. Tout ça, ça a été automatisé, ça a été traité, et ils le font très vite. Un autre exemple dans la même lignée, c'est Smatis, une mutuelle de santé du sud de la France, qui a migré en totalité dans le cloud il y a 4 ans. Et en 2017, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils voyaient les autres mutuelles, leurs concurrents, entre guillemets, qui avaient un mal fou dans leur IT. Alors que pour Smatis, c'était très facile. Donc ils se sont dit, il y a un nouveau business. Et donc en 2017, la DSI de Smatis a ouvert une offre en mode SaaS pour les autres mutuelles. Et comme le dit le DSI, avant il était un centre de coûts, aujourd'hui il est un centre d'innovation au cœur du business. Autre exemple, donc on l'a cité tout à l'heure, c'est Enel, 10 000 serveurs en 9 mois. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur l'approche. L'approche, c'est cloud first. C'est-à-dire qu'un des pièges quand on fait des migrations massives, c'est de commencer par une phase d'éligibilité. Alors ça sonne bien, mais quand on commence par l'éligibilité, vous allez avoir spontanément beaucoup d'équipes qui vont se dire « Mon application, je ne suis pas trop sûr si elle est éligible ou pas, donc elle va tomber spontanément dans la case non éligible. » Et quand vous faites, on l'a vu sur beaucoup de clients, quand on fait l'étude, vous allez voir qu'il y a peut-être 30, enfin vous allez considérer qu'il y a 20, 30, 40% des applications qui sont éligibles. On a beaucoup de clients qui l'ont fait dans l'autre sens. Ils ont dit « Non, on va tout migrer. » Et si vraiment il y a une application qui ne peut pas migrer dans le cloud, vous revenez avec un dossier complet pour justifier la dépense supplémentaire de ne pas migrer dans le cloud. C'est ce qu'a fait Enel, c'est ce qu'ont fait beaucoup d'autres clients. Et là, ce n'est pas entre 20 et 40% d'applications éligibles que vous trouvez, là, c'est 95% des applications qui migrent, ou des chiffres qui sont dans ces ordres-là. Donc la démarche et l'approche est très importante. On était sur le lift and shift, donc là, on n'a pas beaucoup parlé d'innovation, on a migré les data centers, mais on n'a pas beaucoup innové. Deuxième étape, c'est utiliser toute l'innovation du cloud, justement, pour faire mieux. Alors, quand on regarde, je ne vais pas les détailler, quand on regarde les services, c'est toute la catégorie du milieu. Ce sont les services dans lesquels nous avons innové en écoutant nos clients pour répondre à différentes problématiques. Une d'elles, et on a vu aussi un raz-de-marée d'utilisation, c'est SAP. SAP dans le cloud, là aussi pour gagner en agilité, pour réduire les coûts. Ce sont de nombreux clients, donc notamment des clients français, Decathlon, Veolia, Nouvelle République Centre-Ouest, Lafarge-Holcim, alors ils ne sont pas que français bien sûr. Et les gains sont significatifs. Quand on regarde justement les gains je vais prendre Veolia, 17 000 utilisateurs, c'est 40% de réduction du TCO. Mais là encore, ce n'est pas la motivation première, c'est vraiment d'être beaucoup plus agile. Autre grande tendance, c'est ce qu'on appelle le database freedom, c'est avoir une alternative à un grand éditeur de bases de données que je ne nommerai pas, mais vous l'avez reconnu. En fait, on voit beaucoup de clients aujourd'hui qui se disent « J'aimerais avoir une technologie qui soit compatible open source, qui soit au prix de l'open source, mais qui soit équivalent à des bases de données commerciales que vous connaissez bien en termes de disponibilité, en termes de performance. » Là aussi, c'est un investissement que nous avons fait depuis plusieurs années pour justement vous offrir le meilleur des deux mondes. Ça s'appelle Aurora, c'est compatible, c'est binaire compatible avec Postgres ou MySQL.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lock-in. Par contre, vous bénéficiez vraiment de ce qui se fait de toutes les dernières avancées technologiques en termes de base de données. C'est basé sur du stockage complètement distribué, avec des performances et des taux de durabilité et de disponibilité qui vont bien au-delà des bases de données open source classiques. Troisième exemple, c'est, je prends de la sécurité. Intelligence artificielle, machine learning, on en reparlera, il y a beaucoup d'usages. On s'est posé la question de dire, mais comment on peut utiliser cette technologie pour vous aider en sécurité? C'est un service qu'on a lancé il y a quelques mois qui s'appelle GuardDuty. Ce service est simplissime à activer. C'est un clic, littéralement un clic. Il n'y a pas de paramètres. Et ce service va analyser tout ce qui se passe dans votre compte en termes d'échanges réseau, en termes de qu'est-ce que les machines, quand vous avez des serveurs virtualisés, est-ce qu'ils sont en train de se contacter à des serveurs de Bitcoin, par exemple? Est-ce qu'ils sont soumis à une attaque venant de l'extérieur? Et tout ça, c'est des choses que nous analysons en temps réel et des bases que nous enrichissons en temps réel. Parce que justement, nous avons des millions de clients. Ça nous permet d'avoir une tour de contrôle, de voir ce qui se passe. Et c'est quelque chose que, quand on discute avec les RSSI, ils adorent. Parce que c'est quelque chose qui est tellement simple à utiliser et qui vous donne énormément d'informations et qui s'enrichit tous les jours. Pour donner des petits chiffres, nous scannons plus de 68 millions d'adresses IP par seconde, justement dans ce service, pour vérifier chaque adresse IP que vous contactez, est-ce qu'elle est considérée comme normale ou bizarre. Bien sûr, les containers ont énormément de demandes. Nous avons aussi étendu le catalogue parce qu'on a eu beaucoup de clients qui nous ont dit qui investissent aujourd'hui sur Kubernetes, donc il y a quelque chose que nous sommes en train de sortir pour vous laisser là encore le choix. Je crois que ce qui est intéressant, c'est entre ce passage des machines virtuelles vers les containers, c'est de regarder ce qui se passe sur la droite, sur la partie serverless. Et comme je disais, on voit un raz-de-marée de se dire, mais c'est bien de gérer des serveurs, de gérer l'infrastructure, mais et si je pouvais m'en passer? Et si je pouvais vraiment rentrer dans une approche DevOps où je n'ai plus besoin de gérer cette partie-là? Et là, on rentre dans la troisième partie, le Cloud Native. Ça, c'est la porte ouverte à vraiment tous les nouveaux domaines d'innovation. Intelligence artificielle, IoT, Data Lake, beaucoup d'autres usages, parce que justement, dès le premier jour, dès la première heure, vous vous concentrez sur la création de valeur. Premier exemple, SageMaker. Donc ça aussi pour comment... je suis surveillé. Comment aller sur l'intelligence artificielle. Il y a des outils très bas niveau pour aller très loin. La question qu'on s'est posée, c'est au contraire comment donner l'accès à l'ensemble des développeurs à cette technologie-là. Donc c'est comment pouvoir avoir des algorithmes pré-entraînés, avoir aussi, on va même plus loin, c'est-à-dire que vous avez un moteur d'intelligence artificielle qui va vous aider à utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle. Parce que vous n'êtes pas expert. Et donc l'expert va venir par rapport à ça. Et finalement, quand on met tout ça bout à bout, c'est quels sont les fondamentaux qu'il y a dans toute cette transformation, justement quand on est passé des serveurs aux microservices et qu'on va maintenant vraiment vers les fonctions et quelque chose d'encore plus granulaire. Et alors ça, c'est des slides que j'ai empruntés à Adrian Cockcroft, qui est l'ancien CTO de Netflix, qui a rejoint AWS, et justement qui démontre assez bien cette évolution. Est-ce qu'elle la démontre en 1 minute 40? Exactement. J'ai un truc de dingue. Exactement. Donc la première chose, c'est le monolithe. Vous en avez peut-être, probablement. Quand on revient un peu 10 ans en arrière, couper ce monolithe en plusieurs morceaux, c'était compliqué. Parce que les protocoles XML, SOAP, c'était très coûteux en termes de capacité de calcul. Les réseaux n'étaient pas suffisamment rapides, donc c'était très compliqué, ça ne marchait pas très bien. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? C'est d'autres protocoles, d'autres manières de développer, des réseaux plus rapides. Donc en l'occurrence, ça veut dire c'est du REST, c'est du JSON, c'est du protobuf. Il y a beaucoup de protocoles qui viennent ici, mais qui rendent la communication beaucoup plus facile. Et basé là-dessus, du coup, ça a été beaucoup plus simple de dire, en fait, ce monolithe, et c'est ce qui s'est passé au sein d'Amazon.com, c'est de commencer à le découper en briques. Et chacune de ces briques discutant avec l'ensemble des autres briques. Du coup, quand on arrive ici, la complexité change un tout petit peu. C'est-à-dire que les briques deviennent simples, mais ce qui devient compliqué, c'est la communication entre tout ça. Et quand je parle de communication, c'est non seulement la cartographie, mais comment faire en sorte que tout ça ce soit performant, que ce soit disponible, que ce soit sécurisé. La magie des services distribués, c'est que quand vous avez une transaction qui s'exécute sur 200 microservices, s'il y en a un qui est en panne, il se peut que la totalité échoue. Donc ça met des impératifs de disponibilité encore plus forts sur chacun des composants. Je donne juste un exemple. Si vous allez sur la page d'accueil Amazon.fr, il y a plus de 200 microservices qui participent à la construction de cette page. Donc du coup,
c'est là aussi un gros domaine d'investissement de se dire, mais en fait, toute cette partie de communication, de performance, de redondance, c'est de l'intégrer dans des composants prêts à l'emploi. Et de permettre aux développeurs de se focaliser juste sur la, comme on dit, la business logic, la logique métier qui est entre ces composants. Et qui finalement n'est plus qu'une glue entre l'ensemble de ces composants. Et là, par rapport aussi à, en entrant dans le serverless, donc de se dire, maintenant je vais le découper en petites fonctions qui vont s'exécuter, c'est de pouvoir le découper encore plus granulairement pour les développeurs. Et là, d'entrer dans un monde qui vraiment change radicalement, qui est vraiment le monde du serverless, au sens où maintenant les composants ne s'activent que quand il y a des requêtes. Voilà, donc ici j'ai une requête qui arrive, donc les fonctions lambda ici s'activent, exécutent le code, sentent la requête et s'endorment derrière. L'ensemble des composants sont dans cette situation-là. Ça a énormément d'avantages. Le premier, c'est que ça réduit vos coûts. On a beaucoup de clients qui divisent par 5 leurs factures en utilisant ça, parce que en fait, vous ne payez pas quand il n'y a pas de requête. C'est ça la magie. La deuxième magie, c'est qu'on chronomètre le temps d'exécution par tranche de 100 millisecondes. Donc ça veut dire que si votre développeur arrive à optimiser le code et faire que le code s'exécute 2 fois plus vite, vous payez 2 fois moins cher. Et la troisième chose, c'est que l'architecture du prototype que vous allez faire en 2 jours, en fait, on est déjà sur des composants qui sont redondés, qui sont dans différents data centers, qui sont sécurisés. L'architecture du prototype et l'architecture du système en production, c'est la même. Il n'y a rien à changer en cours de route. Le code sera à changer, à durcir, il y aura des tests à faire, mais fondamentalement, l'architecture sera la même. Donc vous le voyez, en termes d'innovation, en termes de nouveaux usages, le cloud, c'est vraiment incontournable. C'est vraiment pour tous aussi. Vous pouvez démarrer, nous avons des équipes pour vous aider, et c'est maintenant. Un petit conseil peut-être pour bien démarrer, Boris ? Pour conclure. Pour conclure, effectivement, l'innovation permanente, maintenant, c'est un incontournable. On l'a vu dans la présentation de Dan précédemment. Le CEO va être un CEO technologique. Le CEO des années 2020 sera un CEO technologique. Et donc, c'est grâce à l'innovation permanente. Alors, on a parlé de la techno, il y a également des mécanismes autour de la culture. C'est le cadre d'ailleurs d'une présentation Amazon, Innovation at Amazon que l'on fait également. Et en call to action, on voit des grandes tendances. La première tendance, c'est autour de la data. Pour tous ceux qui ont déjà trempé dans des projets de big data, les projets de big data, entre le faire sur un data center traditionnel et sur le cloud, le time to value est complètement différent. Vous pouvez passer beaucoup de temps à configurer des clusters Hadoop, à installer, à mettre à jour. Vous pouvez également utiliser EMR, qui est un Hadoop managé, et en 2 heures, vous allez déjà extraire de la valeur pour vos business. Donc des projets de data, c'est une grande tendance que l'on voit. Parmi les grands clients qu'on citait précédemment, on a énormément de projets autour du data lake, qui sont en cours autour du cloud analytics, et autour du big data en général. Projet de mass migration, on ne va pas en revenir dessus, mais là aussi, on a beaucoup de partenaires qui peuvent vous aider. On a des compétences internes pour vous aider dans ces assessments. On a beaucoup d'outils. Ça peut être beaucoup plus rapide que ceux auxquels on peut penser précédemment. SAP sur AWS, c'est un vrai sujet. On a énormément de clients qui sont dans ces phases de passage sur ANA ou de migration de leur SAP existant et qui bénéficient d'énormément d'agilité sur la plateforme AWS. Et les grandes tendances que Stéphane citait autour de l'IoT, de l'intelligence artificielle, du machine learning. On a sorti en décembre dernier, durant notre conférence, 7 nouveaux services d'intelligence artificielle, 5 d'IoT, et bien sûr le serverless, qui est une dernière tendance. Voilà pour les grandes tendances, et je vous invite à nous rencontrer ce soir et dans les jours qui viennent. Merci. Merci Boris et merci Stéphane.